question brûle toutes les lèvres. La candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025 est-elle désormais évidente? Ouattara a-t-il laissé entrevoir ses intentions pour 2025? Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir pour vous ici en plateau M. Alain Patrice Aïmou. Il est journaliste, écrivain et acteur de la société civile. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également sur ce plateau M. Lansina Karamoko, membre du bureau politique du RHDP. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, messieurs, tout de suite, pour commencer ce débat, après avoir suivi cette rencontre, après avoir pris connaissance des informations qui sont ressorties de cette rencontre, est-ce qu'on peut dire que la voie est désormais clairement tracée pour la candidature du président Ouattara en 2025? Lassina. Merci beaucoup. Je crois que c'est aller trop tôt en besoin que de dire que cette réunion a été organisée pour consacrer la candidature du président Ouattara pour 2025. Pour nous, c'était le bilan d'un long processus qui a commencé avec la restructuration qui avait été confiée en son temps au ministre d'État, aujourd'hui haut représentant du président de la République, de M. Gilbert Kone Kafana, qui a été à la tête d'un comité de restructuration avec Bakongo, la ministre d'État en son temps, Kandia Kamara, et le vice-président aujourd'hui, je veux dire le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Restructuration qui, n'est-ce pas, s'est faite à plusieurs étapes. D'abord, il fallait évaluer, n'est-ce pas, tout ce qu'on avait comme structure existante sur le terrain. Des missions ont été envoyées donc sur le terrain pour cette évaluation. Des résultats sont sortis de là. Et ensuite, il a fallu passer à une autre phase, c'est-à-dire chercher à démocratiser la base du parti. Les départementaux étaient nommés depuis 2019 avec la création du RADP Parti Unifié. Les départementaux étaient désignés. Mais là, cette fois-ci, dans un souci de démocratiser véritablement la base du parti, il fallait aller à des élections pour élire ces départementaux. C'est ce qui a été fait. Et puis ensuite, nous sommes allés aux élections municipales. Le RADP a fait un très bon score, aussi bien au niveau des municipales que des régionaux. Et puis le président ne s'est pas arrêté là, il a continué, n'est-ce pas, à donner des instructions pour que le parti soit mieux structuré. Et puis finalement, nous sommes arrivés à la nomination des coordinateurs régionaux. Ce n'est pas le point d'achèvement du processus, mais c'est un point essentiel qui met presque fin à un processus qui a commencé depuis longtemps avec le comité de restructuration. Donc il était question maintenant pour le président, en atteignant ce point d'achèvement, de venir, n'est-ce pas, faire le bilan avec le président du directoire de tout ce qui a été fait et dégager les pistes, n'est-ce pas, pour les perspectives et mettre, n'est-ce pas, tous ces coordonnateurs-là en mission. Bon, d'aucuns pensaient que c'était pour venir annoncer sa candidature, mais nous, au niveau du RADP, c'est tous les jours que vous le voyez. Ça ne plaît pas, mais tous les jours qu'on appelle le président à être candidat. Demain encore, vous verrez, après-demain, vous verrez. Et puis, ça sera au président d'apprécier. Mais bon, dire que le président, avec cette sortie le 30 septembre dernier, c'est une façon de dire qu'il sera candidat. Je dis non, mais c'est plutôt une façon pour dire que désormais, je mets la main à la pâte, je serai avec vous pour suivre l'évolution du parti parce qu'il y a des échéances importantes qui nous attendent. D'accord, c'est bien noté. Alors, Alain, qu'avez-vous pensé de cette rencontre entre le président Ouattara et ses coordonnateurs? D'accord. Déjà, moi, je pense que c'est une réunion interne. Ça ne concerne pas tous les Ivoiriens, ça concerne les militants du RHDP. Ils ont échangé sur leur stratégie
Alors, ce qui m'embête un peu, c'est comment on fait pour faire une stratégie sur une présidentielle quand on n'a pas encore désigné son candidat. Ça vous gêne un peu? Je trouve ça anachronique, c'est une stratégie. La stratégie elle se fonde sur le personnage qui va briguer la présidentielle. Alors, je donne un exemple, si c'est une personne de grande détail, on réfléchit à comment le mettre en valeur par rapport à sa taille. Si c'est parler, quelle stratégie on fait quand on ne sait pas ou on n'a pas encore décidé de son candidat. Je trouve que c'est une réunion qui, à mon sens, était plus folklorique en fait. Ou peut-être en interne ça avait son sens, mais pour le citoyen lambda comme moi que vous demandez, c'est folklorique parce qu'on ne comprend pas. Ce qu'on aurait compris, c'est que si le RHDP a désigné son candidat et qu'ils font des assemblées de remobilisation, là, l'analyse politique, l'intellectuel, il va analyser quel chemin ils vont prendre, quel nouveau discours ils vont tenir. Là, ça a tout son sens. Bon, c'est un peu comme une réunion de secte. Ils ont discuté entre eux et comme il a dit, ils ont peaufiné leur soi-disant stratégie parce que moi, je ne comprends pas. Alors, vous ne connaissez pas encore au RHDP votre candidat pour 2025, mais vous définissez déjà la stratégie pour conserver le pouvoir. C'est un peu antinomique. Vous savez, pour aller à des élections, le préalable, c'est de structurer et implanter véritablement le parti. Moi, je vous parle en tant qu'acteur d'un parti politique. Acteur des partis politiques, pas forcément le RHDP, mais acteur des partis politiques. Il faut d'abord structurer le parti. Et il y a des... Le parti, il n'est pas encore structuré. Le RHDP depuis 2011. Non, nous n'arrêtons pas de grandir. Vous voyez que c'est maintenant que le président décide de nommer 47 coordonnateurs principaux. Ça veut dire qu'il a une nouvelle vision. Et depuis, il cherche les leviers, n'est-ce pas, pour s'impliquer davantage. Maintenant, ceux-là, aujourd'hui, sont ses interlocuteurs directs. Parce qu'il ne peut pas être départemental, mais au moins, il ne peut pas réunir tous les... Parce que nous avons plus de 15 000 encadreurs politiques sur le terrain, qui sont actifs dans les structures. Il ne peut pas rencontrer les 15 000. Mais ceux qui ont pour mission d'encadrer tous ces militants et ces encadreurs politiques, c'est eux qui sont les coordonnateurs principaux, là, les régionaux, là. C'est avec eux qu'ils viennent discuter. Nous voulons renforcer les acquis que nous avons déjà. Maintenant, après, le moment viendra au cours d'une convention ou même peut-être d'un congrès, le moment viendra pour désigner notre candidat. Mais au moment où nous désignerons notre candidat, on aura un parti qui sera totalement prêt. Il ne faut pas mettre les charrues avant le bœuf, c'est la politique. D'accord. Alors, voilà. Monsieur, je voudrais qu'on puisse maintenant s'intéresser à la légitimité et à l'opportunité de la candidature du président Ouattara en 2025, parce qu'on en parle beaucoup, la candidature de Ouattara en 2025. On a même entendu des militants du RHDP appeler à une nouvelle candidature. C'est le souhait de presque tous les militants au RHDP. Donc, interrogeons-nous à présent sur la légitimité et l'opportunité de cette candidature. D'abord, concernant la légitimité, il y a certaines voix qui s'élèvent pour dire qu'une candidature de Ouattara en 2025 irait à l'encontre de l'alternance démocratique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on est sur un plateau de télé, on ne pourra pas faire une minute de silence, mais moi, chaque fois qu'on aborde la candidature de Ouattara, je me rappelle de Toussaint Nguessan, qui est décédé, la tête a été coupée, ça servait à une balle de football en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est l'un des crimes les plus odieux, les plus hideux qu'on ait commis en Côte d'Ivoire. Et je me permets de dire que si Alassane Ouattara ne s'était pas présenté en 2020, Toussaint Nguessan serait peut-être l'un des téléspectateurs de ce débat. Et ça me fend le cœur qu'on en arrive à en discuter encore, parce que cette même année 2020, l'histoire est là. Alassane Ouattara nous annonce, contre toute surprise, et dans notre joie d'ailleurs, qu'il ne sera pas candidat. Et qu'il pense qu'il a fait ce qu'il a à faire, il s'en va. Et qu'il met à la place, Gon Coulibaly, qui sera le candidat, l'ex-premier ministre de fin, père à son âme, qui sera son remplaçant. Alors, vous vous rappelez tous que l'opposition ne s'est pas plainte de cette candidature, qui allait avec notre constitution. Tout le monde était d'accord. On partait vers l'une des élections les plus pacifiques et les plus harmonieuses de Côte d'Ivoire. Malheureusement, le destin étant, l'ex-premier ministre est parti. Alassane Ouattara est revenu. Je ne vous dirai pas tout ce qui s'est passé, qui a mené la mort de ce jeune Toussaint. Mais je trouve indéniable et inadmissible qu'on soit en train de discuter en 2025 de la candidature de quelqu'un qui s'est retiré en 2020 et qui a dit à tout le monde que c'est par mesure,
comment on cherche l'expression que je n'ai pas trop aimé, c'est circonstanciel, ce n'est pas de son chef, c'est un décès, et voilà pourquoi il est candidat. Ok. On a fait 80 à 85 morts pour une crise sur la candidature anticonstitutionnelle d'un ancien président, qui veut se remettre sur les rails. Et voilà qu'on est en 2025. Et ça m'étonne. Alors là, franchement, ça m'étonne que... Donc pour vous, une candidature de Ouattara en 2025, c'est contre la tenante des démocratiques? C'est contre l'éthique même de lui-même, le président Alassane Ouattara. C'est-à-dire? Quand tu donnes une parole, l'éducation de nos enfants, c'est quoi? C'est notre parole, c'est l'image qu'on reflète. Tu ne verras pas un père de famille ou une mère de famille en train de voler devant son enfant, même si c'est un voleur. Donc, en termes d'éthique, de moralité, on ne peut pas venir dire à la télévision devant un peuple qu'on s'arrête pour faire quelque chose. Les circonstances font qu'on revient, on n'est pas tous d'accord. Il y a des violences qui suivent. Le pays connaît une instabilité grave. Vous restez, 5 ans après, excusez-moi, mais ça n'a pas de sens. On ne doit même plus parler de la candidature de Ouattara. Alors, Lassina, est-ce qu'il ne serait pas plus stratégique pour le RHDP de présenter un nouveau visage pour cette élection présidentielle en 2025? Nous n'en sommes pas encore là, mais je voudrais justement rebondir sur Toussaint qu'il a cité. Peut-être qu'il le connaît, peut-être qu'il ne le connaît pas, mais il a été particulièrement touché. Mais nous, on pourrait vous citer des gens qui sont proches de nous, qui sont décédés sous d'autres régimes. Ce n'était pas Ouattara, ce n'était pas du fait de Ouattara. Et ils sont légion, ces personnes qui sont décédées. J'ai un médecin qui était l'ami d'un neveu à moi, parce qu'ils sont tous deux promotionnaires de la faculté de médecine. C'est un Dakouri, parce que simplement, son grand frère s'appelle Dakouri, et qu'il était dans la rébellion à Bouaké. Vous vous souvenez de ce Dakouri qui était dans la rébellion à Bouaké, et le monsieur était dans sa clinique en train de soigner des malades quand ils sont allés enlever ces jeunes médecins pour le tuer. Donc les cas comme ça sont légion. Et si on veut citer, on ne quittera pas ici. Mais une mort d'une personne est à condamner. Une mort, c'est une mort. Maintenant, ce qui concerne... Est-ce qu'il ne faut pas présenter un nouveau visage de façon stratégique mais je ne viendrai pas sur ce plateau pour venir faire la fine bouche. Nous avons choisi Ouattara. C'est notre choix, c'est un choix. Les choix ne sont pas à discuter. Nous l'avons choisi, c'est à lui d'apprécier. L'opportunité, c'est à lui d'apprécier. C'est au RHDP et au président Ouattara de décider. En tout cas, les militants du RHDP souhaitent que ce soit le président Ouattara parce que la Constitution lui en donne le droit de se présenter. Maintenant, c'est à lui donc d'apprécier l'opportunité, si oui ou non je m'arrête. Sinon, la légitimité, il a la légitimité parce que pour la petite histoire, c'est ce qui fait que nous les hommes politiques, je ne me soustrais pas, et pour la plupart d'entre nous, nous sommes de mauvaise foi. Parce que j'ai eu la chance, avec tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, notamment les gars du PPAC, qu'on parle de TID, qu'on parle de Oupola, comment on appelle, Niaoulé Oupo, et des autres, j'ai eu à faire des réunions avec eux déjà en 2016, après les législatives, même déjà avant les législatives de 2016, de 2015, j'ai eu à faire des réunions avec eux. À notre siège, c'était le siège des leaders. Et autour de la table, Bamba Modiféré la dame Boni Claveri et tous ceux que vous, toutes ces figures que vous voyez, Abdraman Sangaré, tous assis autour de la table. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, et parmi nous, il y a des grands juristes, des grands constitutionnalistes qui étaient des professeurs émérites. Et on a dit, bon voilà, on va aller à un référendum demandé par le président de la République. Il faut tout faire pour ne pas que ce référendum se tienne. Si elle se tient et que le oui l'emporte, on ne pourra rien de façon juridique, on n'aura rien à nous opposer. Donc, la candidature de Ouattara en 2025 ne doit pas poser problème
de façon juridique, ça ne pose aucun problème. Maintenant, c'est l'opportunité. Mais il a dit aussi, il a évoqué aussi un aspect, il a parlé de l'éthique. Selon Alain, la candidature de Ouattara en 2025 irait contre l'éthique, contre la morale, parce que Ouattara, en 2020, avait prononcé devant la nation, se retirer de la réalité, au profit de AGC. Généralement, vous savez, le langage courant en Côte d'Ivoire, ce qui est derrière, juste d'ailleurs, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Si à un moment donné, il a dit « je ne suis pas candidat », et qu'à un autre moment, il dit « est-ce qu'il n'a pas le droit ?» Est-ce qu'il lui est interdit de dire « oui, je suis candidat aujourd'hui » et pour des... Il ne veut pas qu'on utilise le mot, pour des concours de circonstances, il décide. Il y a des concours de circonstances. Il arrive qu'il décide d'être candidat et qu'il a été, et que ses militants de son parti souhaitent qu'il revienne. Moi, je pense que ce qu'on doit lui opposer, c'est la Constitution. Si la Constitution lui interdit d'être candidat, alors on pourra en parler. Mais si la Constitution ne lui interdit pas, mais l'appréciation lui revient. Est-ce que le développement, le bien-être de l'homme et le développement de notre pays devrait être en dessous de l'éthique, ou bien c'est l'éthique qui doit être en dessous du développement? La priorité, c'est ça, c'est le développement, c'est qu'il a entamé. Nous souhaiterons qu'il achève. D'accord, alors donc pour vous, la priorité, c'est le développement et non l'éthique. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que l'éthique a sa place en politique? Alors, pourquoi on parle d'éthique, même dans notre vie, même dans ce débat? C'est des choses qui régissent la vie pour que la vie soit saine et paisible. Moi, je ne peux pas vous porter main. Je ne peux pas vous dire de mauvaises paroles, je ne peux pas vous faire de mauvaises promesses. En business, ça se fait. C'est des règles d'or. Donc, si éventuellement quelqu'un donne une parole et qu'à chaque fois il la modifie, vous comprenez qu'il y a un problème de confiance. La valeur aujourd'hui qu'on utilise pour nos il n'est pas le seul acteur politique en Côte d'Ivoire à changer de parole à tout moment. J'appelle d'ailleurs même les Ivoiriens à regarder cette attitude du chef de l'État avec beaucoup d'attention. Alors, un président, quand il est en campagne, un candidat, il fait des promesses électorales. Et les promesses électorales emmènent les candidats et les citoyens à le voter, à le choisir pour éventuellement un projet de développement. Alors, si une personne vous dit une fois A, et le lendemain il fait B, la deuxième fois il dit C, et après il fait D, vous comprenez que moi je prends en tout Ivoirien, en citoyen, moi je suis l'actualité, je vois un candidat qui fait ça, excusez-moi, je ne peux pas avoir mon suffrage. Donc déjà même dans l'intérêt même du RHDP, c'est mauvais que le candidat soit quelqu'un qui se dédie à chaque fois. Ça c'est de un. De deux, alors, il parlait de la Constitution. Juridiquement, Ouattara serait candidat. Il y a deux cas. Moi, pour ma personne, Ouattara, sa candidature en 2020 fut anticonstitutionnelle et celle de 2025 est anticonstitutionnelle. Si ce n'est pas le cas, je pense que le RHDP a pratiqué la plus grosse escroquerie politique de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en 2016, eux tous, ils nous ont dit, et ils ont dit aux Ivoiriens, ce projet de constitution ne peut pas permettre à Ouattara de briguer un troisième mandat. Alors, c'est l'un ou l'autre. Et vu qu'il lui dit que la candidature de Ouattara est constitutionnelle, c'est que le RHDP a arnaqué les Ivoiriens. Et cette constitution est le fruit d'une arnaque qui continue de prospérer avec cette candidature qui est en train de se... Parce qu'après, nous tous on sait, moi je le sais, je suis sûr, Ouattara sera candidat en 2025, ça, il ne faut pas en douter. Ces personnes qui sortent du parti et qui font des déclarations disant on veut que le président soit candidat, excusez-moi, on l'a déjà connu sous feu Guy Robert, qui disait qu'il était le candidat du peuple, alors que c'était un militaire qui avait pris le pouvoir par les armes et qui ne voulait pas s'en aller. C'est des jeux politiques. Pour peut-être le jeune Ivoirien qui a 19 ans, 20 ans de nouveaux électeurs, ils ne savent pas que c'est des méthodes qui sont. Mais nous, notre génération, on sait qu'en Côte d'Ivoire, à chaque fois, le candidat il veut être président, mais il sait que sa candidature est problématique. Donc, il joue au jeu de faire sortir des voix autour là pour dire on veut que tu sois candidat. Mais le vrai problème au RHDP aujourd'hui, parlons de développement. Est-ce que le développement, c'est lié à une personne? Le développement des États-Unis n'est pas lié au visage d'un seul individu. Ils ont connu plus de 40 présidents. Et ils sont le peuple le plus développé du monde. Donc, on ne peut pas parler de développement en parlant d'une personne. Elle n'est pas d'une église. À l'église catholique, c'est Jésus. Chez les musulmans, c'est Mahomet. Et c'est des personnes intemporelles. Ils sont morts, mais ils restent avec leurs écrits, avec ce qu'ils ont signé. Ce n'est pas le cas de Ouattara. Ouattara est un humain. Et vous êtes dans un parti démocratique, si éventuellement c'est le cas. Qu'est-ce qui vous empêche? On a vu le cas des États-Unis récemment, je vais m'arrêter sur ça. Kamala Harris,
avec l'autre, Biden. Biden voulait rester. Mais ils ont parlé. Et le discours des retraits de Biden, il a dit quoi? Le développement des États-Unis ne doit pas se lier à ma personne. Moi, je ne sais pas pourquoi en Afrique, on est encore sur cette idolâtrie dans la politique. Est-ce que pour Biden, ce n'est pas sa maladie qui justifie plus son retrait de la course? Lui, quand il s'en va, il ne parle pas de sa maladie. Ah si, pourtant c'est ça. C'est la cause réelle, tout le monde le sait. Mais lui, quand il fait sa déclaration, Biden, mais tout le monde sait que c'est le cas. C'est cette phrase qui va marquer. Il dit, il ne faudrait pas lier ma personne. Moi, je donne cet extrait parce que c'est cet extrait qui concerne notre situation. Est-ce que ça valait la peine? C'est comme, moi, je rappelle par exemple la crise de 2010. Moi, j'ai crié sur tous les toits. Gbagbo avait quoi à résister avant de quitter le pouvoir? C'est un jeu où plusieurs personnes dans un groupe vont gérer le pays. Je dis plusieurs personnes parce qu'il y a peut-être un leader, mais c'est un groupe. Quand on a vu Bédié se représenter, père à son âme, aux dernières élections, ils ont dit quoi pour justifier son âge? Que ce n'est pas lui seul. Il y a une équipe de jeunes. Je termine. Donc, dans le même cas, le RHDP, c'est une équipe. Et si c'est une équipe, et tout. Didier Drogba ne joue plus au football aujourd'hui, il a toujours adulé. Mais attendez. Au RHDP, il a dit le RHDP c'est une équipe. Oui. Dans une équipe, on estime qu'il y a des compétences, il y a des qualités pour pouvoir faire avancer l'équipe. Malgré toutes ces compétences. Pourquoi ne pas choisir quelqu'un d'autre, une autre compétence dans cette équipe-là? Pour nous éviter des crises, tout simplement. Non. Les crises, c'est les Ivoiriens qui veulent les créer, certains Ivoiriens. Alors, vous êtes en train de nous dire que la candidature de Ouattara en 2025, c'est un conflit jeune. Oui, on le sent déjà. Par quoi? On le sent. Pourquoi vous faites un débat dessus? Non, parce que c'est un problème. On ne fera pas de débat non. sur... je donne un exemple. Si Tidiane Thiam se présente, pour qu'il devrait se présenter, il n'y a pas de débat. Il est le président du PDCI. Oui. Éventuellement, ils vont faire un congrès. Si je crois qu'il y a Billon qui veut se présenter, ils vont faire des élections. C'est ça, la démocratie. Moi, j'aurais voulu entendre de l'honorable qui est en face de moi que nous allons aller à des primaires. Et qu'on va entendre que dans le RHDP... Ouais, voyez-vous? Non. Dans le RHDP, il y a des voix qui veulent prendre le poste de président et qu'il y ait des primaires. En fait, la démocratie, ça empêche qu'on discute et qu'on se fasse des soucis et qu'on cherche à réfléchir sur des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de réfléchir. C'est pour ça qu'il y a les règles démocratiques. Et les règles démocratiques s'appliquent aux partis politiques en interne. D'accord, c'est bien noté. Alors Lassina, pour éviter d'exacerber les tensions politiques, comme il le dit, avec une autre candidature de Ouattara en 2025, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de choisir un autre AGC, un autre Amadou Coulibaly? Mais pourquoi ou bien le parti a du mal à trouver une autre personne pour succéder à Ouattara? Je vous ai déjà dit que l'opportunité de la candidature de Ouattara est à l'appréciation du RHDP et de celui que nous souhaitons qu'il soit à nouveau candidat. Ça, ce n'est pas à discuter. Ça, ce n'est pas... Les crises ont été annoncées, il n'y a jamais eu de crise. En 2020, il y a eu quelle crise? Quelle crise il y a eu? Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. On a dénombré 85 morts décédés selon le communiqué du gouvernement. On a eu 3000 morts. Quelqu'un a refusé de quitter le pouvoir. On a eu au moins 3000 morts. C'est ça. Là, ce n'est pas alarmant. Mais quelqu'un qui est candidat et on évite, on empêche les gens d'aller voter et on les tue. On ne veut plus ça. Alors Lassina, ce que Alain dit, c'est qu'en 2025, il faut choisir une autre personne. Mais pourquoi donc? Mais pourquoi donc c'est vous qui allez nous dire ce que nous devons faire? Je peux vous répondre? Est-ce que c'est vous? À un moment, il faut qu'on vous dise ce que vous devez faire. Mais non. Si vous êtes sur le mauvais chemin. Qu'est-ce que vous appelez être sur le mauvais chemin? Le fonctionnement de notre parti, c'est nous qui savons comment notre parti fonctionne. Ce n'est pas vous qui le connaissez à notre place. Nous, on sait comment notre parti fonctionne. Mais lorsque vous et dans notre parti, de la manière dont ça fonctionne, et c'est à partir des textes qui régissent notre parti que nous décidons que tel ou tel va être notre candidat. N'est-ce pas? Ce n'est pas à l'extérieur de nous dicter. Sinon, nous aussi, on pourrait dire, mais attends, que Gbagbo se retire parce qu'il n'est pas en bonne santé. On peut le dire, mais est-ce qu'on a le droit de le dire? Vous savez... On n'a pas le droit de le dire. Mais alors donc, concédez-nous
que nous choisissons qui nous voulons. Mais qu'est-ce qui vous gêne dedans? Ou bien c'est Ouattara qui vous effraie autant? Mais dites-nous finalement, parce que nous ne comprenons pas. Il va vous le dire, êtes préoccupés au lieu de vous concentrer sur vos candidats, que vous avez peut-être, vous êtes en train de manager pour qu'il soit le candidat de vos chapelles. Au lieu de vous concentrer sur ça, au lieu de vous concentrer sur la construction, n'est-ce pas, de vos partis qui sont complètement en perte de vitesse, vous vous êtes concentré sur notre candidat. Nous sommes allés à des élections récemment. Sur 201 communes, le RADP en a pris 125. Sur 30 régions, nous en avons pris 25. Donc nous savons que nous sommes soutenus et suivis par le peuple de Côte d'Ivoire. En démocratie, la décision revient au peuple souverain. Mais alors, sanctionner Ouattara dans les urnes si c'est notre candidat. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit candidat? Moi, à votre place, nous allons nous organiser et faire en sorte, comme ce que Tcham essaie de faire, faire enregistrer ses militants pour l'enrôlement et faire revivre les structures du parti du PDCI, qui est une structure qui était en train de mourir, et puis nous préparer, aller dans les urnes, si c'est Ouattara qui vient, aller l'humilier. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Vous voulez que nous ne le fassions pas. D'accord. Il y a un vrai problème. Allez, va vous répondre. Je pense que... sincèrement, c'est un débat. Vous êtes mon aîné, et je pense que sûrement vous avez des enfants. Ah oui, bien sûr. Vous avez une famille. Bien sûr. Et quand on est dans un quartier, oui, il y a une maison qui est très calme, les enfants font les études du oui, oui. Quand le père il passe, on dit, monsieur, il a bien éduqué ses enfants. Il laisse une belle image. Oui. Dans une autre maison, dans le même quartier, il y a toujours la guerre dans la maison, il y a la bagarre, et les enfants sortent, ils sont blessés. Et qu'est-ce qu'on dit de ce père, de cette famille, de cette Parce maison? que cette Côte d'Ivoire-là... Laissez-moi finir. Oui. Parce que vous prenez des exemples qui n'ont rien à voir avec la politique. On va s'écouter. Monsieur Lansina, on va lui permettre d'aller au bout de c'est les petites choses en grand. Voilà. Alors, ce père de famille, dans la maison de qui il y a toujours des histoires, est mal vu dans le quartier. Et moi, c'est ce que j'ai dit. Parce que, lorsque vous-même vous l'avez dit, quand pour un candidat qui a refusé de se retirer Laurent Gbagbo à l'époque, moi je ne suis pas d'accord avec son refus de se retirer, on a eu 3000 morts. Et je dis, Gbagbo ce jour-là a eu le comportement de ce père dans ce quartier où il y a toujours des histoires, parce que dans la maison qu'il gérait, il y a 3000 morts. Et vous comprenez qu'il veut révéler? Permettez. Je dis, je condamne son attitude à vouloir rester au pouvoir et qui a créé ces crimes. De la même manière, parce que je considère que Gbagbo n'a pas fait de bon choix. En 2020, Ouattara, maintenant qui gère le pays, fait un mauvais choix, qui crée des crises. Parce que quand on est dans une maison où tout est calme, ça ne veut pas dire que les enfants sont obéissants, il y a des crises. Mais le père, un bon leader, sait s'occuper de comment gérer ces crises. Pour que le voisin n'entende pas des bruits de chez lui. Vous pensez que ça nous fait plaisir? Laissez-moi finir. Vous pensez que ça nous fait plaisir? Laissez-moi parler aussi parce que... Non, mais vous avez parlé. On va s'écouter. Vous pensez que ça nous fait plaisir de voir sur France 24, sur les chaînes étrangères, qu'il y a 2 présidents en Côte d'Ivoire, qu'en 2020, il y a une désobéissance civile, qu'une tête est coupée? Excusez-moi, moi j'aime mon pays, j'aime ma nationalité, et je n'aime pas pour vous, je n'aime pas qu'on dise de mauvaises choses sur mon pays. Alors, pour vous, parce que je veux que... les militants du RHDP sont accrochés à la candidature de Ouattara pour 2025, cela voudrait dire quoi pour vous? Que le RHDP est une coquille vide sans Ouattara? Au-delà de ça, Ouattara lui-même doit se comporter comme un père de famille d'une maison où il n'y a pas de bruit. Et si c'est lui-même qui est à l'origine des troubles, mais la maison est foutue. C'est ça qu'il s'agit. Et vous dites que non, on va vous laisser gérer votre parti. On n'a pas de problème avec ça. Tant que votre gestion ne vient pas impacter le bien-être et la stabilité. Mais qu'est-ce que vous appelez... La candidature d'Alassane Ouattara, je crois qu'il faut vous laisser parler un peu. Il faut créer une instabilité en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez tous les Ivoiriens. Mais qui a créé l'instabilité? Mais c'est là que je parle du leader. Mais qui a créé l'instabilité? À l'instant, ceux qui contestent sa candidature ou bien ceux qui souhaitent que... Chez un maquis, les gens sont partis à la maison. Mais ils ont eu peur de quoi? Ah, mais justement, c'est ce qui s'est passé. Mais qui étaient ces gens qui ont eu peur, qui sont rentrés chez eux? Mais pourquoi 85 Qui étaient ces gens qui sont rentrés chez eux? Mais en même temps que un maquis s'est vidé, plusieurs étaient en train de se remplir parce que content que Ouattara soit candidat. C'est là qui n'est pas intéressant. Parce que dans une maison, tout le monde doit s'entendre. Non, pas forcément. Pas forcément. Là, vous comportez de façon pas forcément. Lansina, le fait que le RHDP réclame la candidature de Ouattara pour 2025, est-ce que ce n'est pas un signe de manque de confiance? Ce n'est pas une question, c'est une nouvelle génération de leaders au sein du parti, le RHDP. Pour nous, c'est
Ça fait partie de nos stratégies mises en place et planifiées. Vous comprenez un peu, non? Que nous portons à nouveau nos choix sur Ouattara, ça fait partie de nos stratégies. Ça, je ne sais pas pourquoi ça devrait gêner les gens. Maintenant, c'est quoi je vous dis, c'est comme Alain aime citer les exemples, c'est comme la Côte d'Ivoire qui doit jouer contre le Mali. Et puis nous, on sort Drogba, on dit Drogba, il faut reprêter le maillot pour être sur le terrain. Et puis les Maliens disent non, lui là, il a trop joué, il a trop fort, il ne doit pas jouer. C'est parce qu'on a vu ça aussi dans les villages. Et puis ça a créé des troubles. Où on va, un village va dans un autre village pour jouer des compétitions, nous en avons joué plein. Et puis il y a un, parce qu'il est venu d'Abidjan, il joue peut-être à la SEC là-bas, mais il est en vacances. Il fait partie du village. Et puis on dit on va jouer contre l'équipe du village voisin. On dit lui, il ne va pas jouer parce que lui, il joue le championnat. Donc, non, on ne veut pas. Vous voyez un peu, c'est cette même mentalité que nous avons. Nous choisissons quelqu'un pour être notre candidat. À quoi cela vous gêne? Moi, j'ai dit, on devrait plutôt nous opposer la Constitution. Vous avez des juristes, on devrait plutôt nous opposer la Constitution qui interdit à Ouattara d'être candidat. Vous l'avez perverti, non, donc non, c'est de ça qu'il est question. Comprenez un peu. Mais juger de l'opportunité du choix de notre candidat ne vous revient pas. C'est à nous de décider, c'est notre choix. Et vous n'avez rien à dire dessus. Tout ce que vous devez faire, et c'est ce que Cham fait justement. C'est votre choix, c'est vrai, mais oui. Les autres aussi peuvent commenter votre choix. Et c'est pourquoi j'ai apprécié la démarche de Cham, qui est un choix élégant. Il est en train de se concentrer sur son parti. Nulle part, Cham a dit que Ouattara, sa candidature pose problème. Nulle part, Cham a dit que Ouattara, sa candidature est anticonstitutionnelle. Lui, il est concentré sur son sujet. Mais c'est les politiciens d'une autre zone qui sont comme s'ils étaient ce qu'ils avaient comme programme. Leur programme aujourd'hui, Ouattara ne doit pas candidat. Mais qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens finalement? Alors, d'accord, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Alors, en 2011, Ouattara arrivé au pouvoir, avait fait des promesses aux Ivoiriens. Nous sommes en 2024. On va dire près de 15 ans qu'il est au pouvoir. Cela va nous permettre un peu de regarder un peu son bilan. On va parler de son bilan parce que parler de la candidature de Ouattara en 2025, c'est évoquer son bilan. Alors allez, on va commencer par vous, parlant du bilan du président Ouattara. S'il est candidat en 2025, est-ce que vous pensez que son bilan va plaider en sa faveur? Alors, je vais juste revenir sur certains aspects. Excusez-moi, mais on est en démocratie. Et la démocratie, c'est on est ensemble et on vit selon les mêmes règles. C'est différent de je suis dans mon parti, j'ai mes règles et je m'en fous des règles des autres. Non, je m'explique. Parce que vous avez cessé de répéter, c'est notre affaire. C'est notre choix. Laissez-moi finir. La différence, c'est qu'avant d'être RHDP, vous êtes ivoirien. Je n'en disconviens pas. Donc, la chose la plus importante pour vous, avant le RHDP, c'est la Côte d'Ivoire. Tout à fait. On est d'accord dessus? Alors, si la Côte d'Ivoire vous sied tant et qui vous tient tant à cœur, vous êtes conscient que toute décision que vous prendrez au sein du RHDP ne devrait pas affecter la stabilité. Pourquoi? Non, laissez-moi finir. Non. Ne devrait pas affecter. Je ne peux pas vous laisser développer ça. Je ne peux pas vous laisser développer ça. J'en ai besoin de 2 minutes. On va parler du bilan. Monsieur, s'il vous plaît, là-dessus, je ne peux pas t'inverser. S'il vous plaît, on va s'écouter. Monsieur Karamoko, Monsieur Alain, s'il vous plaît, c'est un débat. Chacun d'entre vous a des idées intéressantes à partager. Il faudrait qu'on puisse permettre il faut quand même pas que il s'arrête pour que je parle. Je le laisse faire, mais je vais le faire pour vous. Voilà, parce que je regarde. Ne vous en faites pas. Chacun a un temps de parole de façon à ce que personne ne soit lésé. C'est moi qui ai la parole. On va aller rapidement parce que vous devez vous prononcer sur le bilan de Ouattara. Donc éventuellement, si vous devez prendre des décisions au sein de votre parti, qui, en toute conséquence de cause, vous savez que ces décisions vont impacter soit la stabilité, la cohésion sociale, mais il n'est pas de la loi de vous dire, ou de qui que ce soit, c'est même pas nous qui devons vous dire, par amour pour votre pays, mais regardez le cas du Sénégal, c'est tellement beau. Ils étaient deux, l'autre a été condamné par la justice Sonko. Il aurait pu s'entêter.
s'il n'avait pas été condamné, il serait candidat. Je pense que sur Non, ce sujet-là, s'il n'avait pas été candidat, s'il n'avait pas été condamné, il serait exactement, candidat. ça sera difficile. Il faudrait qu'on puisse avancer. On a un timing à respecter. Monsieur Alain, on a un timing à respecter. Si je suis en train de vous prononcer sur le bilan, il faut aller rapidement. Mais je vais y aller. Allez-y, faites-le rapidement pour prononcer sur le bilan. Si on m'interrompt, je ne pourrai pas finir. Allez-y rapidement. Rapidement. Voilà. Donc, je vous conseille. Moi, je l'avais dit en 2000. Gbagbo Laurent, tu laisses le pouvoir. C'est pas le même schéma. C'est de la sagesse. 2010, 2020, Ouattara, tu laisses. Il y avait d'autres personnes, on n'en a pas voir. D'accord, c'est bien compris. Quel est votre regard sur le bilan de Ouattara? Est-ce que si en 2025, Ouattara arrivait à être le candidat du RHDP, est-ce que son bilan, tout au long de sa gouvernance, pourrait plaider en sa faveur? D'accord. Alors, à la base, j'avais tendance à résumer le travail de Ouattara au travail d'un maçon. Mais je pense que maintenant, on va aller plus loin parce que c'est un maquilleur. Un peu comme sur les plateaux télé, on vous maquille, tout ça. Parce que tout ce qu'il a eu à faire, et dont d'ailleurs même le RHDP se vante, c'est des couches de peinture. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sur la base de la pyramide. Je vous explique. D'accord. On va aller sur la base de la pyramide des masses. Et vous êtes de la société civile? Oui. Monsieur Lassina, on va l'écouter. Après, vous aurez l'occasion de répondre. Allons-y. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas défendu un candidat ici. Donc je suis toujours de la société. Oui. Je défends la démocratie et le bien-être des Ivoiriens. C'est ça. Alors, la pyramide de Maslow, c'est un individu, il doit bien manger, il doit trouver à manger, il doit se loger, il doit se soigner, il doit être éduqué. C'est après ça qu'on cherche le prestige. Ce n'est pas le cas pour les Ivoiriens, selon vous. Aujourd'hui, on ne mange pas bien, on ne se loge pas, et on a la plus grande tour d'Afrique. C'est pourquoi on ne commence pas par le prestige pour descendre. Les grands ponts, c'est pourquoi la route est nécessaire, mais ce n'est pas parce que ce n'est même pas un État de construire tout ça. C'est le développement qui doit créer ceci. C'est-à-dire lorsqu'on crée des richesses. Et qui mène ce développement? C'est l'État? Justement, c'est le pouvoir en place. C'est quoi ça? Donc l'État fait bien quand même de créer tous ces ponts. Est-ce que vous vous rappelez cette expression de Ouattara qui disait dans ses débuts qu'il allait faire dans la Côte d'Ivoire des champions nationaux de l'entrepreneuriat? Je demande aux Ivoiriens qui nous regardent s'ils en connaissent pas, qui a émergé sous son mandat. Alors, Donald Trump, il est président aujourd'hui, il est milliardaire, c'est un entrepreneur de l'immobilier, il a construit des grandes tours aux États-Unis avec son argent. L'État gère le pays, il gère les affaires courantes, il prend des politiques pour que les choses évoluent. L'État, ce n'est pas le bâtisseur. Il y a des grandes villes qui ont été créées par des entrepreneurs. C'est l'économie. Mais aujourd'hui, on est tout le temps obligé de s'endetter pour faire A et B. Mais moi, je vais aller sur la partie la plus, je dis, sombre du bilan de Ouattara. C'est la pratique démocratique. Alors, sur ce côté, j'ai limite des nausées. Actuellement, où je vous parle, il y a 16 Ivoiriens qui sont en prison. Ils n'ont tué personne, ils n'ont volé aucun bien. Ils ont voulu dire que la vie est chère. Alors que Ouattara lui-même a créé une commission pour lutter contre la vie chère. Quels sont ces 16 Ivoiriens? Pour vous, c'est paradoxal. Mais c'est la démocratie. La démocratie, c'est un droit constitutionnel de manifester. Regardez récemment, après la mort de l'étudiant, on dit pour des mesures, comment dirais-je, cherche le mot, ils ont arrêté toute activité des associations. La FECI a été suspendue à titre conservatoire. La FECI, mais toutes les activités. Les associations. La Constitution garantit le droit de l'association. En fait, moi, c'est la capacité pour le RHDP d'aller très vite, depuis qu'il gère ce pouvoir, à casser les fondements et les creusets de la démocratie. C'est tellement sensible pour quelqu'un qui respecte la démocratie d'arrêter des gens qui manifestent. C'est tellement sensible pour un démocrate de dire je vais mettre fin au droit d'association constitutionnel. D'accord. Si on n'a pas de démocratie, permettez-nous de vous arrêter à ce niveau. Vous aurez l'occasion de revenir encore sur ces différents points. Le temps de permettre à M. Lassina de vous répondre, de répondre à ce chapelet on va dire, d'imperfection que vous avez noté dans le bilan. Je vais faire comme lui, citer des exemples qui parfois n'ont rien à voir avec la politique. Un père de famille qui est engagé. Tout à l'heure, vous n'avez pas mis mon exemple, mais je vous conseille de le refaire. Un père de famille qui est engagé dans une société avec beaucoup d'argent et qui a une femme, qui a des enfants. Et puis, au lieu de chercher
Parce qu'aucun développement, même dans notre tissu familial, ne peut se faire sans aide extérieure. L'aide extérieure, nous allons tous emprunter en banque. C'est comme ça que ça se fait. Et puis sur le salaire, on fait des prélèvements jusqu'à ce qu'on finisse de payer ce que nous avons emprunté auprès de la banque. Donc le père de famille, il arrive, et c'est tous les jours qu'il va acheter des montres de grande valeur pour ses enfants, pour son épouse, des habits qui coûtent très cher, etc., etc. Il s'achète une belle voiture. Et puis, tout le quartier, ils sont dans une location, ils payent 200 000, 300 000 francs par mois. Puis tout le monde, quand il dit non, cela, non, c'est pas possible, ils sont bling-bling. Et puis, au soir de sa carrière, il se retrouve là subitement avec en face de lui ses réalités. Il n'a pas pu construire de maison pour ses enfants. Les habits qu'il achetait, peut-être on commençait... Ça, c'est le bilan de Ouattara que vous expliquez. Non, moi je vous explique. Ça ressemble tout à fait à ça. Je vous explique. Et puis, au soir de sa vie, finalement, il n'a rien préparé pour la famille. Au contraire d'un père de famille qui arrive au pouvoir, enfin, qui est lui qui dit à ses enfants, moi je vais m'endetter. Il dit à sa femme, je vais m'endetter. Les poulets rôtis, les hamburgers, les pizzas, vous n'allez pas manger. Vous allez souffrir pendant un bon moment. Moi-même, je vais serrer. Je vais prendre le métro ou bien le bus pour me rendre à mon service. Mais soyez sûr que l'argent que je vais emprunter, et dont on va me prélever tous les mois, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, quand il serait proche de la retraite, je serais sûr que si Dieu me rappelait... Entre-temps, les enfants auront souffert. Ils auront souffert. Mais papa, qui se serait privé de tout. Les enfants, aujourd'hui, qui sont devenus majeurs, peut-être que papa est vieux maintenant, mais il se retrouve dans des conditions idéales de vie. Parce que alors, c'est quoi le message que vous voulez faire passer à travers cette image? Le président Ouattara vient... Sa priorité n'est pas de nous donner à manger toujours pour qu'on soit rassasié, puis dormir, rôter et dormir. Parce qu'il y en a qui ont fait ça avant lui, et on sait à quel niveau que la Côte d'Ivoire est. Mais avant cela, on a vu avec Oufoué des fonctionnaires qui étaient payés à 80 000, à 100 000, à 200 000 francs maximum, mais qu'avec ça, ils se débrouillaient. Mais Oufoué a contracté des dettes, parce qu'on parle de la dette là, a contracté. Parce que les dettes aussi, c'est un levier du développement, c'est un instrument de développement. Et Ouattara qui a compris ça, et lui qui a travaillé au FMI, n'est-ce pas, qui ont mis en place des plans pour accompagner les États, il sait que la Côte d'Ivoire a obligation de s'endetter pour pouvoir faire face à son développement. Arrivera un moment, peut-être pas nous, mais peut-être nos enfants ou nos petits-enfants en profiteront. Ça, c'est sûr et certain. Mais au jour d'aujourd'hui... Nos petits-enfants profiteront de la dette. Non, pas... C'est l'héritage qui est là. Mais nous, on a payé la dette au Houphouët-Boigny à contracter du temps de nos grands-pères. C'est nous qui avons payé. Vous allez faire pareil pour les enfants qui viennent. Mais c'est quel pays au monde qui arrive? C'est quel pays au monde, même la grande États-Unis, vous croyez que ces pays-là ne s'endettent pas pour faire le développement? Mais... Au jour d'aujourd'hui, ça c'est pour parler sur ce point. Maintenant, quand il parle de démocratie... oui, il a parlé de démocratie. Pour lui, la démocratie a été, on va dire, complètement absente. Moi, là, je suis... La liberté n'a jamais été autant bafouée. Tu vois, non, il m'arrête. Allez-y, allez-y. Au nom de la liberté, on ne peut pas se permettre de faire tout ce qu'on a envie de faire. Je ne peux pas, même à mots couverts, encourager ce qui s'est passé avec la FESI. Même à mots couverts. Mais quand il dit, on me dit que la décision que le gouvernement prend pour suspendre, pas pour dissoudre, mais pour suspendre toute activité d'organisation estudiantine sur les différents campus jusqu'à nouvel ordre, quand il dit que c'est un mauvais choix, alors vraiment là, je dis que c'est la mauvaise foi. Je peux m'expliquer. Vous avez expliqué. Moi, je dis que ça, c'est la mauvaise foi. Mais quelle décision vous pouvez... Parce que j'ai vu les Ivoiriens, à un moment donné, faire un bloc pour soutenir leurs joueurs à la CAN. Depuis, je n'avais pas vu ça. Aujourd'hui, je vois de façon générale
tous les Ivoiriens être émus devant ce qui s'est passé et être d'accord avec la décision que le gouvernement a prise. Mais c'est lui qui, aujourd'hui, qui donne un autre son, rien qu'au nom de la politique, à la bonne décision prise par le gouvernement de suspendre. Bon, il n'est pas aussi obligé de voir de la même manière que tout le monde. Mais justement, il n'est pas obligé de voir de la même manière que moi. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit que quand nous faisons un choix, il faut le respecter. D'accord, ça c'est bien noté. Alain, vous avez la parole. Déjà moi je me rappelle très bien que sur le plateau d'une des chaînes de la place, je crois 2-3 mois de cela, il y a eu 2 responsables de la FECI, un responsable du camp du défunt et puis un responsable du secrétaire général actuel qui a été arrêté. Et ils débattaient du fait que d'autres étaient agressés par d'autres. Donc le problème de la FECI n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Et quand Ouattara prend le pouvoir, la première grande chose, le premier grand acte qu'il prend pour l'université, c'est quoi? C'est la réhabilitation. Je parlais de maçon. Mais une société, ce n'est pas des murs, il y a des hommes qui vivent dedans. Alors, comment se fait-il que des gens de la FECI qu'on a vu avec des machettes, il n'y a pas un Ivoirien qui ne sait pas ce qui se passe à l'université de Cocody et ce que la FECI fait là-bas? Moi, je ne veux pas aller dans les détails. On doit encourager. Mais justement, qu'est-ce que... La FECI, ce n'est pas le sujet. La FECI, ce n'est pas le sujet, s'il vous plaît. C'est pour ça que je dis ne laissez pas qu'on m'interrompe. Voilà, la FECI, ce n'est pas le sujet, s'il vous plaît. Permettez. Vous parlez de démocratie sous Ouattara. Je disais, si éventuellement on voulait régler le problème de la FECI, il y aurait eu des actions à mener depuis longtemps. On a des structures de l'État ici, qui coûtent des institutions qui nous coûtent très cher, qu'on appelle la grande médiature et autres, qui sont censées approcher les lieux où il y a des crises, pour tuer la crise et pour la régler. On la laisse. La crise grossit jusqu'à tuer. C'est encore vous les gars de la société civile. Mais en son temps, je me souviens... Monsieur, on m'interrompt. Et quand c'est comme ça, moi je parle de mes idées. Alors monsieur, s'il vous plaît, on peut ne pas respecter la démocratie. Mais je vais répondre sur la question. On va s'écouter. Donc je terminais juste sur ça pour dire le problème devait être réglé depuis longtemps. Et quand on ne règle pas bien les problèmes, et quand on arrive sur des situations aussi graves, je comprends, après on est obligé de violer la loi pour régler le problème. C'est ce que vous faites. Est-ce que cette décision prise par le gouvernement ivoirien ne stabilise pas le pays? C'est ce que je dis. La stabilité, ça a été quand même un bon point de la gouvernance Ouattara. C'est ça la stabilité en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de stabilité. Je vais vous expliquer un truc. Il n'y a pas de stabilité. Est-ce que vous connaissez les conditions? Est-ce qu'on a une entreprise automobile en Côte d'Ivoire? On ne fabrique pas de voitures, vous savez. Nous ne fabriquons pas de voitures. Ouais. Alors, je vais vous dire, il y a des secteurs d'activité qui demandent des investissements qui vont sur 100 ans, un cycle, 50 ans. Et ce genre d'investissement, on ne les fait que dans des pays où il y a de la stabilité. Vous comprenez? Et ces genres d'entreprises n'arrivent pas en Afrique parce qu'on est toujours instable. Et quand je dis instable, moi je suis un investisseur en Côte d'Ivoire, peut-être même vous-même, je vous mets à ma place. Vous pensez que des élections qui arrivent dans un pays où il y a eu 3000 morts, 85 morts, les élections arrivent en 2025, l'opposition se plaint de la CEI, les gens se plaignent de la candidature, et le camp présidentiel fait silence. Vous pensez que c'est bon pour votre business? Ça fait peur. Combien d'entreprises se sont noyées pendant les différentes crises en Côte d'Ivoire? Et quand on dit une entreprise se noie, c'est des familles qui se noient économiquement, il n'y a rien. Moi je dis, quand on va aux élections aux États-Unis, en France, et même ces grandes démocraties, souvent ils ont des crises, mais le plus important, c'est de savoir que ce n'est qu'un jeu. Et que c'est des groupes de personnes qui veulent diriger ce pays. Et que pendant un moment, ils sollicitent les Ivoiriens pour choisir. Et on passe à autre chose, c'est un match de football de 90 minutes, après on se salue. Pourquoi on meurt? Alors tout le monde vous dit, ah, on meurt trop. Lors des élections, changeons les paradigmes. Vous dites non, vous voulez gérer les choses de votre manière. C'est sectaire. C'est sectaire. Et ce n'est pas ivoirien. D'accord. On va permettre à M. Lansina de réagir. Quand il parle des investisseurs, parce que je ne vais pas revenir sur cette affaire de FECI, etc. Non, c'est pas ça le sujet. Parlons de la question de la stabilité. Vous aurez pu régler le problème. Puisqu'il insiste des sujets. Non, c'est mon tour de parole. Moi, je sais qu'en 2011, il y a eu c'est votre tour de parole, c'est vrai, mais c'est pas ça le sujet. Vous avez déjà parlé de la FECI. Parce qu'il ne peut pas dire des choses qui sont contraires à ce qui s'est passé. Quand en 2011, quand le RADP est arrivé au pouvoir, la ministre Kandia Kamara, alors ministre de l'Éducation nationale, avait pris une décision pour dissoudre la FECI. Vous vous souvenez? Mais c'est antidémocratique. J'y arrive. En même temps, vous dites qu'on doit faire taper du poing sur la table. En même temps, vous dites qu'on doit... Il faut créer les conditions. Quelles conditions? Mais les conditions, c'est quoi de la FECI? Non.
Alors, Pourquoi monsieur, ils ont été- alors, monsieur, excusez-moi, monsieur, pourquoi alors, ils ont- monsieur, pourquoi ils sont fermés les chambres? on va s'écouter, c'est Il y a des chambres- il y a des chambres d'université qui Vous sont dites fermées. une chose et son contraire à la fois. C'est vous. Monsieur, C'est vous, la société civile, Respectez qui la avez loi. à ce que vous appelez s'il vous plaît. respecter la loi. Respectez la loi. Monsieur, s'il vous Or, plaît, la loi s'il vous doit plaît. être traitée comme telle. S'il vous plaît. La loi, S'il respectez vous Or, plaît, la s'il vous loi plaît, doit s'il être vous traitée plaît. comme Monsieur, telle. monsieur Le hors-la-loi, Garamoko. c'est vous. Or, la loi doit Monsieur Alain. être traitée comme telle. Monsieur, C'est vous ici le hors-la-loi. s'il vous plaît. Vous S'il comprenez ça? vous plaît. Vous prenez des C'est décisions pas contraires à Des la gens loi. qui se n'ont pas tué Je dois d'autres demander à la enfants et vous régie voulez parler des lois. de couper Ils sont vos aussi différents morts. micros. Bon, d'accord, Parce allons-y. Vous êtes en train de sortir. Allons-y, bon voilà. Maintenant, on parle du bilan de Ouattara. Et il avait évoqué un aspect de Oui. ce bilan, Oui. de côté stabilité. Oui. Il estime que la Côte d'Ivoire sous Ouattara n'est pas un pays stable, ce qui empêche les gens de venir investir en Côte d'Ivoire. Il a pris l'exemple d'une usine qui fabrique des automobiles. Interroger le CPC pour voir le bilan des investisseurs qui sont venus sous Ouattara en Côte d'Ivoire. J'ai demandé industrie automobile. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est des investissements de 2 ans. J'y arrive. Comment on peut le faire? Il y a pas de Attendez, on va l'écouter. attendez. Mais vous savez, Écoutez-moi. vous savez, nous sommes combien de pays en Afrique qui ont une véritable industrie automobile? Mais c'est parce que l'Afrique est stable. J'arrive. Et nous en faisons partie. Ça modifie la constitution pour rester au pouvoir. C'est pas de la stabilité. J'y arrive. Mais il y a des pays, vous avez cité le Sénégal en exemple tout à l'heure. Ils ont une industrie automobile? Non. Alors? Mais ils sont bien partis. Non, monsieur. Ils n'ont jamais eu de coup d'État. Non, écoutez-moi. Mais justement. Ça, c'est des indicateurs pour des grands je vous investisseurs. ai dit, mais ils Nous, ont. on a tout connu. Rébellion, coup d'État. Bon, voilà. Alors, Voilà. M. Alain, c'est des indicateurs. Vous m'empêchez de parler et vous voulez que je vous laisse parler. Il ne faut pas transformer l'histoire. S'il vous plaît, on va lui permettre de Voilà, justement. Parce qu'on est à court d'arguments. Parce qu'il dit, il est dans la contradiction permanente. Allez-y. Il dit une chose et son contraire. allez-y. Et moi, je ne marche pas avec ça. Allez-y. Il faut être constant dans ce que vous dites. Allez-y au bout de votre développement. Vous parlez d'instabilité. Parce que c'est la raison pour laquelle les investisseurs ne viendraient pas. Il dit interrogez le CPC. Vous vous rendriez compte qu'il y a eu sous Ouattara plus d'investisseurs d'il y a 20 ans en Côte d'Ivoire ici. Vous comprenez? Tout ce qu'il y a comme développement, tous ces investisseurs qui arrivent tous les jours, suivez quand même l'actualité. Dans les journaux business, etc., puisque vous êtes journaliste. Vous verrez que les investisseurs n'arrêtent pas de venir. Et de tous les horizons. Où est l'argent? Et de tous les horizons. Il n'y a pas de valeur. Vous comprenez un peu, non? Au jour d'aujourd'hui, sur le président Ouattara, on va réaliser un rêve. C'est la construction qui est en voie d'achèvement, peut-être d'ici quelques mois ou bien un an tout au plus, ça va être terminé, de 2 usines de transformation de la fève de cacao. Mais oui. On vous parle d'investissement sur 50 ans, sur 100 ans. Mais qu'est-ce que vous... Tu vois, mon exemple est clair. Non, attendez. Mais moi, aujourd'hui, je préfère pour la Côte d'Ivoire qu'il y ait une usine de transformation du cacao. Parce que le cacao est notre première richesse. C'est des entreprises qu'on peut faire. Non. Mais pourquoi les autres n'ont pas fait? Mais je parle d'industrie automobile. Pourquoi forcément l'industrie automobile? Mais c'est un exemple de stabilité quand il s'agit d'industrie chez toi. Pourquoi forcément Parce qu'on investit longtemps. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? L'industrie automobile. Qu'est-ce que ça nous apporte? En direct sur les antennes de l'Intelligent TV. J'ai dit, qu'est-ce que l'industrie automobile peut apporter à la Côte d'Ivoire par rapport au cacao? Par rapport au cacao que nous devons transformer, qui est notre première richesse, que nous devons transformer pour vendre, pour ne pas que nos populations... Je parle de ça justement. Moi, j'en parlais, j'ai abordé la question. J'ai dit qu'il y a 2 usines de transformation du beurre de cacao. Parce que quoi qu'on dise, les planteurs constituent le gros des populations et c'est ce qui reste la priorité de tous les gouvernants, logiquement, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ces planteurs-là vont être soulagés parce que la Côte d'Ivoire pourra discuter directement, n'est-ce pas, avec certaines multinationales à ce qui concerne le cacao qui constitue notre première richesse. Alors moi, je préfère qu'on développe le secteur agricole, parce que c'est l'agriculture qui est la base de notre économie. Je préfère qu'on développe ce secteur, de sorte que les Ivoiriens, les populations en profitent, et que le pays même en profite,
que de dire on va venir fabriquer voiture, c'est ce que ça va nous donner. D'accord. Alors, monsieur, c'est compris. Je voudrais que nous sommes à, on va dire, 5 minutes de la fin de cette émission, de ce direct. Je voudrais qu'on puisse parler des perspectives politiques pour 2025. Oui. Au cas où Ouattara est candidat. Alain. Il peut pas avoir des perspectives heureuses si Ouattara est candidat et que le RHDP, dans sa manière de conduire le pays, en violant les règles démocratiques et les fondements, l'avenir est très sombre. Moi, je m'explique clairement. Alassane Ouattara a fait 2 mandats. Dans notre constitution, il était écrit qu'on ne pouvait faire que 2 mandats. Je pense que ceux qui l'ont écrit à l'époque, et le peuple qui l'a voté, avait toute sa tête. Et elle n'a pas changé sur cette position. Sauf que la constitution a changé. On leur a fait comprendre que malgré cette constitution, il ne pourrait pas faire 2 mandats. On est pratiquement le premier président, depuis qu'on est rentré dans le multipartisme, à dépasser 10 ans, pratiquement. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant à rester au pouvoir qui fait qu'on ne peut pas aller à une alternance et passer à autre chose? On n'a pas dit on ne veut plus du RHDP. On dit l'homme en question a été à problème au vu de la loi et des interprétations. Moi, je ne dis pas qui a raison ou pas. Je dis, à partir du moment où tu es le père d'une maison, tu ne veux pas qu'il y ait du bruit dans la maison. La sagesse, qui est très africaine, vous dites c'est 10 ou faut-il, j'en doute d'ailleurs. On a tous 5 minutes. Il faut pouvoir dire je m'en vais, je laisse quelqu'un. Et si éventuellement vous dites que vous êtes fort dans les élections locales et autres, vous allez gagner. Puisque les députés qui ont été élus, ce n'est pas Alassane Ouattara, c'est des citoyens du RHDP. Mais aujourd'hui, le RHDP qui s'est dit très puissant au niveau électoral. Moi, je vais vous donner un exemple. Le découpage électoral, on en parle depuis. La région du Boclé, c'est 2,6 millions d'habitants. Ils ont 2 communes. Dans la région du Kabadougou au nord, zone pour RHDP, 289 000 habitants. 9 communes. Ça, c'est la perversion de Ouattara. C'est la perversion qui sera l'horizon politique de la Côte d'Ivoire. D'accord, avec ce système. Ok, c'est noté, on n'a pas assez de temps. Là, sinon, perspective politique pour 2025, si Ouattara est candidat, il le disait. Première chose, invitez-nous ici sur le même plateau. Je souhaite que Dieu nous prête la longévité et la santé. Invitez-nous ici après le 25 octobre 2025. Je viendrai ici tranquillement, comme il est venu aujourd'hui, venir animer une émission de débat ici, et puis on va rentrer tranquillement chez nous. Il n'y aura rien. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, laissons au peuple de décider. Ces sirènes-là pour dire, va voir ci, va voir ça, et va voir ça. On a assez entendu ça. C'est au peuple de décider qui va être leur président. Et non, bon voilà. Monsieur Alain, s'il vous plaît, monsieur Alain, monsieur Alain, monsieur Alain, monsieur Alain, monsieur Alain, monsieur Alain, l'instabilité, les morts, ça vous dit rien. Moi, ça m'écoeure. Monsieur Alain, écoutez-moi quand même, écoutez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On vous a permis de parler, il n'a pas réagi. Qui n'est pas ivoirien? Mais je doute. Il n'a pas réagi. S'il vous plaît, monsieur Alain. Mais c'est très grave ce que vous dites. Vous doutez de moi. Moi, j'étais ivoirien avant vous. Monsieur Alain, s'il vous plaît. Monsieur Alain, s'il vous plaît. Monsieur Alain, monsieur Kamoko, monsieur Kamoko, vous doutez de votre nationalité. Monsieur Alain. Mais c'est très grave ce que vous avez dit. Allez, je peux ne plus vous respecter pour ces propos que vous avez tenus. Parce que vous sortez complètement de ce qui est normal. Ce que vous avez dit, c'est un peu grave. C'est trop grave. Monsieur Alain, s'il vous plaît. Vous ne m'êtes pas à pouvoir. Monsieur Alain, s'il vous plaît, on va s'écouter, on va éviter. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous pouvez retirer votre expression, s'il vous plaît. Désolé, je retire. Voilà, merci. Monsieur Lansina, donnez votre réaction en termes de perspectives politiques pour 2025. Et puis après, on pourra conclure l'émission. Permettez-moi de reprendre mon esprit parce que c'est une insulte, la plus grosse insulte que je puisse... Désolé. Alors, donc, je disais que je disais qu'il n'y aurait rien. On a annoncé, les oiseaux de mauvaise augure ont toujours annoncé qu'il va y avoir le cataclysme, etc. On n'en a jamais eu. Et encore, après octobre 2025, on va se retrouver ici encore entre nous, en train de faire débat. Et puis, laissons au peuple ivoirien de décider. Moi, c'est ma façon. Parce que moi, je vois en 1995, alors que le RDR venait de naître, le président Ouattara avait été Premier ministre sous Houphouët-Boigny. Et puis après, il est reparti au FMI.
pour être ce qu'il était là-bas, sous-directeur du directeur général adjoint du FMI. Alors, les militants du RDR en son temps, avec Jenny Kobina et tout ce que vous connaissez, ont souhaité vivement que le président Ouattara soit candidat. Et c'était l'espoir de tout le monde. Tout le monde voulait qu'il soit candidat. Et il a dit, une loi, aussi cynique qu'elle puisse être, tant qu'elle n'est pas changée, elle demeure la loi. Pour l'instant, cette loi ne me permet pas d'être candidat. Souffrez donc que je vous dise non. Comprenez un peu, non? Donc, si la loi n'interdit pas à Ouattara d'être candidat et qu'il est candidat, il faut que, autant on nous demande, choisissez quelqu'un d'autre, autant nous sommes en droit de leur dire, ceux qui sont en face de nous, pourquoi vous n'acceptez pas enfin, et puis on va sensibiliser vos militants, et puis on va aller le battre dans les urnes, puisque vous dites que le RADP est minoritaire sur le territoire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Donc, l'avenir est radieux, et je vous souhaite, je nous souhaite à nous tous longue vie, l'avenir est radieux. Au vu des indicateurs, ce n'est pas les chiffres. Hein. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir irradié ce plateau de vos analyses. Merci d'avoir participé à ce débat précis, pour ce débat contradictoire qui permet au public de se situer. En tout cas, chacun à son niveau va prendre sa position à partir de ce qui a été entendu ici comme analyse, comme commentaire sur ce sujet. Merci beaucoup Alain, merci beaucoup Lassina. Merci à vous. Et puis, c'est vrai que le débat était houleux. Il faudrait que prochainement on accepte de s'écouter. Non, il n'y a aucun problème. Vraiment on puisse comprendre la position de chacun. Merci, voilà, nous sommes tous Ivoiriens. Merci beaucoup, nous aimons tous la Côte d'Ivoire. Et chacun à son niveau va travailler pour la stabilité de ce pays. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. À très bientôt sur l'Intelligent TV. Demain, rendez-vous pour la revue de presse grand format pour continuer de décrypter l'actualité ici et ailleurs. Au revoir.